Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle édition Innistrad Chasse de Minuit, qui va sortir très prochainement, il paraît, puisque les spoilers ont tous été enfin révélés. Et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup au commandant dans l'édition. Mais bien sûr, avant de commencer, on va passer par la phase de pub, la fameuse phase de pub, la phase très importante de ce début d'épisode, puisque je vais vous rappeler, pourquoi pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, pour avoir un petit peu toutes les news de la tour, tous les retours également, puisque par exemple on a eu le week-end de la tour qui s'est déroulé. Oui, je sais, je vous en ai parlé suffisamment durant les précédents épisodes, mais ici voilà, il est passé, il y a déjà les photos qui sont disponibles sur notre Facebook, donc n'hésitez pas à aller y passer pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, comment c'était, et en tout cas, vous avez également des lives pour les retours sur notre expérience de cet événement-là. Sinon, comme je parle des lives, vous pouvez également nous retrouver directement sur notre chaîne Twitch, ou alors également les replays des lives sur la chaîne des archives de la tour. Et je ne peux pas finir cette phase de pub sans parler des tipeurs, et oui, c'est grâce à eux que la tour peut continuer, grâce à leur soutien financier tous les mois ou ponctuellement, la tour peut continuer d'exister. Je peux travailler du coup professionnellement vis-à-vis de la tour, et également on peut continuer d'investir pour les événements, pour les projets qu'on a encore à réaliser, et tout ça, c'est beau, hein, il faut le dire, donc ça nous fait plaisir de vous le partager, et ça fait également plaisir de recevoir ce soutien, donc merci à ces tipeurs, merci à eux tous de nous soutenir, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo, et vous serez dans la liste des prochaines vidéos si jamais vous nous tipez. Aujourd'hui, on parle donc de Innistrad Chasse de Minuit et notamment des commandants. Et oui, vous le savez, maintenant c'est un rituel à chaque édition. Je suis obligé de découper un petit peu tout ça, d'aborder point par point les différentes extensions qui arrivent. Et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à ces fameux commandants. Donc les commandants, oui, je sais, ça vous intéresse bien sûr, puisque les créatures légendaires, de nouveaux decks à construire, tout ça, c'est génial. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça va être suffisant déjà pour pouvoir bien en parler. Et j'aborderai les différentes mécaniques au fur et à mesure qu'on les verra sur les cartes, bien sûr. Et vous le savez, je vais commencer dans l'ordre des couleurs, donc on est parti. On commence avec Adeline Cathare Resplendissante, une créature légendaire humain et chevalier qui coûte 3, dont 2 blancs, qui est une étoile 4 avec la vigilance. La force d'Adeline est égale au nombre de créatures que vous contrôlez, et à chaque fois que vous attaquez, pour chaque adversaire, créez un jeton de créature 1-1 blanche humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un planeswalker qu'il contrôle. C'est cool, j'aime beaucoup. Adeline, elle est typiquement faite pour du multijoueur, puisque on crée un jeton pour chaque adversaire, c'est parfait. En plus, ça fonctionne très bien avec sa propre capacité. Donc du coup, déjà, de base, c'est une 1-4. Mais si elle attaque, du coup, vous allez créer 3 jetons en multijoueur. Voilà, on estime que vous jouez à 4, bien sûr. Et là, d'un seul coup, c'est une 4-4. Mais à elle toute seule. Donc c'est déjà très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça ? On peut simplement jouer autour du fait de jouer énormément de créatures. Donc en blanc, jeton, c'est tout à fait faisable, bien sûr. Le Winnie White existe aussi si vous voulez jouer juste plein de petites créatures avec plein de petits effets. Et derrière, ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, il y a 2-3 cartes qui me viennent qui seraient intéressantes. Un truc qui me semble pas mal avec la Cathare Resplendissante, c'est la croisade Cathare, puisque il paraît que chaque fois qu'une créature arrive en jeu, on met un marqueur +1 sur chaque créature qu'on contrôle. Donc là, si on en fait pop 3 en une fois, en une attaque, évidemment, ça va être assez violent, quoi. Donc du coup, la différence est plutôt pas mal. Ça me semble assez violent comme carte avec tout ça, mais bien sûr, tout ce qui fonctionne autour de l'attaque, tout ce qui fonctionne autour du nombre de créatures, de plein de petites créatures, du nombre de jetons, tout ça, ça fonctionne très bien avec Adeline. C'est simple, c'est efficace, c'est pas trop cher, c'est pas trop peu cher non plus, et moi je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a la petite vigilance en plus pour pouvoir bloquer derrière, c'est parfait, voilà, vraiment très bien équilibré. Ensuite en bleu, on a Lyre, Disciple des Noyés, je sais pas comment ça se prononce. Une créature légendaire, humain et sorcier, 3-4, qui coûte 5 mana dont 2 bleus. Les sorts ne peuvent pas être contrecarrés, et chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière a le flashback. Le coût de flashback est égal au coût de mana de cette carte-là. Alors du coup, c'est assez original quand même, parce qu'on a d'un côté le truc qui dit, oui, les sorts ne peuvent pas être contrecarrés, donc du coup vous pouvez pas jouer Lyre de manière contre-sort, puisque vous pouvez pas contrecarrer les sorts adverses non plus. Voilà, c'est symétrique comme carte. Mais derrière, ça vous protège évidemment de tous les contre-sorts adverses possibles. Mais vous, votre objectif, c'est de jouer des éphémères et des rituels, et de les rejouer avec le flashback. Le flashback, en fait, permet de rejouer depuis le cimetière, bien sûr, là, le coup étant défini comme étant le même coup que le coup de mana. Et ensuite, normalement, la carte est exilée à partir du moment où elle quitte la pile, qu'elle soit résolue, ou qu'elle soit contrecarrée, par exemple. Ou envoyée dans la main, etc. Enfin, je vous donne pas toute la liste, c'est assez long. Mais
globalement, c'est vrai que lire a l'air assez intéressante, mais on a ce système où en effet, on ne peut pas jouer contre sort. Ce qui est une autre originalité quand même assez intrigante, mais du coup ça va nous inviter plutôt à utiliser d'autres types de sorts. Alors évidemment ça n'empêche pas de mettre quelques contre-sorts pour qu'avant que notre commandant arrive sur le champ de bataille, on puisse contrecarrer quelques sorts importants. Mais voilà, du coup ça rend la chose assez étrange, parce qu'il y a un risque en fait. Il y a une grosse value à faire évidemment avec le flashback, mais il y a un risque sur le fait que, comme on peut pas contrecarrer les sorts adverses, les sorts qui ont tendance à win, les combos etc., on ne pourra pas les contrecarrer, il faudra les gérer d'une autre façon. Ce qu'on peut faire en bleu bien évidemment, mais là du coup ce serait du mono bleu avec l'IA en commandant. Donc bon, il y a des choses intéressantes à faire, probablement aussi la rentrée dans le deck Spellslinger qui ne joue pas contre sort, c'est tout à fait faisable, je pense en bleu-rouge par exemple, c'est évident que ça a l'air intéressant, notamment pour monter le compteur de Storm aussi, si vous voulez jouer Storm, avec flashback ça a l'air pas mal. Donc oui, il y a quelque chose à faire, mais derrière il y a une question sur les risques qu'on prend en jouant ce commandant-là. Donc voilà, c'est un type de jeu qu'il va falloir monter, qu'il va falloir créer de A à Z, mais on est dans une particularité, dans une version un petit peu originale de tout ça. On passe ensuite au noir avec Gisa, Résurrectrice Glorieuse, une créature légendaire humain et sorcier qui coûte 4, dont 2 noirs, et c'est une 4-4. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place. Au début de votre entretien, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures exilées par Gisa, Résurrectrice Glorieuse. Elles acquièrent la décomposition. Décomposition, c'est-à-dire qu'une créature qui a la décomposition ne peut pas bloquer, mais derrière, quand elle attaque, vous la sacrifiez à la fin du combat, aussi. Donc, c'est assez original en fait ici. Gisa, elle est puissante. Ça, je vais pas vous mentir, honnêtement, ça change un petit peu de la version précédente. Mais Gisa, elle a cet avantage que derrière, on a déjà le fait que, oui, alors Gisa, c'est en fait une Line of the Void, une lignonnée du vide, sur pattes, voilà, c'est plutôt pas mal, parce que ça coûte le même coup, sauf qu'elle a un autre intérêt, avec ce côté, oui, alors, début de mon entretien, moi je récupère tout ce que j'avais exilé. C'est un peu comme ces sorts de résurrection de masse qui généralement coûtent beaucoup plus cher, bien sûr, mais là, ici, il y a ce petit désavantage, mais qui n'en est pas vraiment un, la décomposition, ça va, c'est sympathique, c'est vrai que si on peut au moins attaquer une fois, ou alors garder une créature par exemple, parce que là, on peut pas bloquer avec, et on attaque qu'une seule fois, puisqu'après elle est sacrifiée, d'accord, mais il y a quand même des abus possibles là-dedans. Déjà, il y en a un auquel je pense, c'est-à-dire que, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'attaquer non plus avec. Donc si jamais vous avez des créatures avec des capacités activées, vous pouvez la garder pour activer la capacité en boucle, quoi. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci. Elle pourra pas bloquer, d'accord. Mais bon, je pense que vu le coup du commandant, derrière, ce que je vois aussi, en fait, c'est que il est marqué que la créature qui est en décomposition, en fait, quand elle attaque, on la sacrifie à la fin du combat. Vous pouvez utiliser une carte, en fait, comme le Sundial of the Infinite, pour arrêter le tour. Et du coup, tiens, la capacité, paf, elle est retirée de la pile. Et c'est génial là-dessus. Ça fait que ces créatures-là, vous allez évidemment les garder. Donc il y a quelque chose à faire autour. Après bien sûr vous allez jouer beaucoup autour des decks adverses, donc pourquoi pas jouer un deck mono noir avec beaucoup de gestion. Oui, on va faire sacrifier, oui, on va faire détruire, etc. à droite à gauche les créatures adverses, faire des Vras asymétriques ou des -X, c'est très utile et ça fonctionnera très bien en fait avec Gisa. Donc vraiment je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, mais vous allez beaucoup compter sur les decks adverses, c'est sûr. Mais bon voilà, ça a l'air assez puissant, c'est intéressant, ça permet de faire de la récup, comme d'autres commandants bien sûr, mais voilà, celui-ci il est un peu particulier, mais il est efficace. Autre commandant noir, parce que oui, le noir a un droit à un deuxième commandant, je dirais même qu'il en a le droit à 3. Geren, évêque corrompu, un humain éclair légendaire, qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une 2-3, et à chaque fois que Geren, évêque corrompu, arrive sur le champ de bataille ou qu'un autre humain non jeton que vous contrôlez meurt, vous perdez un point de vie et vous créez un jeton de créature 1-1 blanche humain. Pour 2, un humain ciblé que vous contrôlez acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Et au début de votre étape de fin, si vous avez exactement 13 points de vie, vous pouvez payer 6, dont 2 noirs, si vous faites ainsi transformer Geren. Et l'autre côté de Geren, c'est Ormendal le Corrupteur, une créature légendaire démon 6-6, qui a le vol, le piétinement et le lien de vie, et qui dit « sacrifier une autre créature, piocher une carte ». Ok. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on a le retour de Ormendal, qu'on avait déjà vu avec l'abbaye du Val d'Orient. Il y a des choses à faire ici. Geren, en fait, fonctionne très bien dans un deck humain en général. Là-dessus, j'ai presque envie de dire, oui, alors avec Jirina Kudro, ça a l'air plutôt pas mal. Il y a aussi d'autres decks humains, notamment je pense à Trin et Sylvar, qui fonctionnent un petit peu sur la création de jetons et le sacrifice d'humains, qui peuvent fonctionner. Le problème, c'est que ça fonctionne pas très bien avec Geren, les jetons. Enfin,
c'est assez bizarre. Ça fonctionne avec les humains, et ça crée des jetons, voilà. Ça peut être intéressant, bien évidemment, dans ce genre de deck, mais moi, ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est que du coup, on joue énormément sur le contrôle de votre total de points de vie. En noir, on peut le faire beaucoup. Je veux dire, le nombre de cartes qui demandent de payer des points de vie, etc., on peut le contrôler énormément, en fait, sur le total de points de vie. Donc ça fonctionne bien. Mais ça va être assez sensible, c'est-à-dire que là, on doit arriver pile à 13 pour faire en sorte qu'il se transforme. Derrière, est-ce que sans le transformer, Geren est une bonne créature ? Oui, je veux dire, voilà, il arrive sur le champ de bataille, ou alors un autre humain non-jeton meurt, on fait un jeton, mais on perd aussi un point de vie. Voilà, bon après, on peut jouer avec d'autres cartes qui abusent justement du fait qu'on perd des points de vie, hein, bien sûr, mais voilà, je pense par exemple à Vilis. Oui, vous savez que je pense à lui. Mais du coup, voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes derrière, mais ça va être un peu compliqué en fait si on n'essaie pas d'atteindre cet objectif du 13. Le lien de vie, bah c'est sympathique, hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est ok. Évidemment, c'est là pour faire en sorte que nos humains peuvent nous permettre de regagner les points de vie pour qu'on arrive enfin à ce fameux 13 à notre étape de fin. En plus, bon, comme c'est des humains 1-1, ça va, hein, c'est tranquille. Mais j'avoue que là, ouais, ça va être tendu, quoi. Arriver à ce fameux 13 et en plus avoir 6 mana à dépenser, ça fait quand même beaucoup. Mais l'objectif quand même de faire en sorte que Ormendal soit sur le champ de bataille, eh ben, il est complètement justifié, parce que Ormendal, déjà, on a le vol, le piétinement, bon voilà, vous savez, moi ce que j'aime bien, c'est les capacités d'évasion. Là, les deux ensemble, c'est quand même génial, hein, là-dessus. C'est une 6-6, donc en plus c'est génial. Et en plus, on a le lien de vie, donc là, ça nous permet de récupérer les points de vie, qui seraient un peu bas, hein. Voilà, si on arrive à 13, évidemment, rendez-vous compte qu'à 13, il va falloir les remonter, ces points de vie. Le souci, c'est que c'est au début de l'étape de fin qu'ils se transforment. Donc, ça veut dire que, bien sûr, Ormendal ne pourra pas attaquer tout de suite et ne permettra pas de récupérer les points de vie tout de suite. Et 13 points de vie en commandeur, ben, mine de rien, à un stade avancé de la game, ça peut partir très vite. Voilà. Derrière, ce qui est quand même exceptionnel, c'est la capacité activée. Je veux dire, on sacrifie une créature, on pioche une carte. Point. C'est aussi simple que ça fonctionne très bien. Mais tout ça, ça me fait dire une chose, est-ce que Geren, malgré le fait que ça soit un bon commandant, qu'il y a des choses intéressantes à faire avec, que ça peut être sympa pour les humains, etc., vu qu'il est en mono noir, et vu que il va peut-être avoir du mal à bien contrôler ses points de vie, surtout à les faire remonter éventuellement s'il est trop bas, ou à éviter qu'il descende trop vite aussi, est-ce que Geren ne serait pas meilleur dans un autre deck ? Voilà, je parlais de Jirina Kudro tout à l'heure pour un deck humain, en effet, ça a l'air intéressant. On peut le mettre dans ce genre de deck et se dire que le but c'est juste que on puisse récupérer des humains quand nos humains non jetons meurent. Et c'est aussi simple que ça. Et derrière avoir du lien de vie et on est content. Et si à un moment on peut atteindre les 13, on va le faire. Et du coup là Ormendal ça serait un gros avantage. Mais que Geren du coup devient plutôt une sorte de lord humain, de toute façon ça l'est hein, quand on regarde un petit peu comment il fonctionne, une sorte de lord humain, et derrière avec une possibilité à un moment d'utiliser une situation à notre avantage, une situation qui est un peu désavantageuse en commandeur, bien sûr 13 points de vie c'est pas beaucoup, et c'est loin de la moitié des points de vie, hein, donc voilà on est à un peu plus d'un quart, mais voilà, c'est une question que je me pose, je pense que c'est faisable, on peut également en jouer dans les decks aristocrates bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal d'humains aussi qui s'y baladent, et puis Ormendal quand il arriverait à être transformé dans un deck aristocrate c'est quand même extrêmement débile, hein, on va se le dire tout de suite, mais voilà, ce sont des choses qui me font dire que, en effet, Geren, il a l'air sympathique à lui seul en commandant, mais dans d'autres decks il peut être très intéressant et apporter vraiment une plus-value géniale selon le type de deck qu'on va choisir, voilà. Passons maintenant à Jadar, meneur de ghoul de Néphalie, une créature légendaire humain et sorcier 1-1 pour 2 dont un noir. Au début de votre étape de fin, si vous ne contrôlez pas de créature avec la décomposition, créez un jeton de créature 2 noir zombie avec la décomposition. Donc il ne peut pas bloquer, quand il attaque sacrifiez-le à la fin du combat, vous avez compris, c'est comme pour Gisa. Jadar, alors qu'est-ce que je vais dire ? C'est un petit commandant qui fonctionne bien avec les jetons. Jadar, en fait, un peu à la manière de Invasion de l'Ordre de l'Effroi, il vous permet en fait de se retrouver avec ce côté, oui, j'ai pas de jetons, donc du coup je vais en créer un. Alors bien sûr, l'Invasion de l'Ordre de l'Effroi fait gagner des marqueurs au fur et à mesure, mais ici ce qui est intéressant c'est le concept, c'est-à-dire que l'invasion de l'Ordre de l'Effroi, l'avantage c'est que l'armée, on pouvait simplement la sacrifier pour en créer une nouvelle au début de notre prochain tour. Et ici Jadar fait la même chose au début de l'étape de fin. Ce qui fait que dans les decks qui vont jouer par exemple autour de l'aristocrate, hein, vous l'avez compris, eh bien ça peut très bien fonctionner. Mais sinon il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, il est sympathique là-dessus, et c'est tout. Le rouge n'a pas le droit à une légendaire.
j'étais très étonné de ça. Je vous avoue que ça me donne envie de râler un petit peu, parce que bon, c'était tout à fait faisable de faire une rouge légendaire, hein, voilà. Mais il n'y en a pas, voilà. Donc du coup, on va passer au vert. On passe au vert avec Sarit, Croc de la Vipère, une créature légendaire humain et psychologue. 3-4 pour 4 mana dont 2 verts. Les autres créatures engagées que vous contrôlez ont le contact mortel, et les autres créatures dégagées que vous contrôlez ont la défense talismanique. Et pour 1 et en l'engageant, dégagez une autre créature ciblée ou un terrain ciblé que vous contrôlez. Alors, là il y a beaucoup de choses à dire quand même sur Sarit, parce qu'en fait elle fonctionne énormément avec pas mal d'effets en fait. Puisque bon, déjà, la défense talismanique à vos créatures dégagées, c'est quand même assez con, hein, on va le dire tout de suite. Ça donne quand même une protection de fou. Et là, il y a pas mal de choses en fait qui me viennent tout de suite. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui me viennent. D'un côté, on a justement les decks qui voulaient jouer Contact Mortel, notamment avec Finn, je sais plus comment il s'appelle, celui de Kaldheim en fait, qui dit que vos créatures avec le Contact Mortel, ils infligent des blessures aux joueurs sous la forme de marqueurs poison. Et t'es là, donc oui, ils ont l'infection, quoi, en gros. C'est un peu débile. Mais ça fonctionnait très bien aussi, et du coup, les deux ensemble ont l'air un petit peu... donc du coup, c'est-à-dire que toutes mes créatures vertes, grâce à Sarit, deviennent des créatures qui ont le poison, qui ont l'infection. Donc oui, ça a l'air pas mal. C'est intéressant, en fait, là-dessus. De l'autre côté, on a la partie les créatures dégagées ont la défense talismanique, ce qui fait que, par exemple, si vous arrivez à donner la vigilance à toutes vos créatures, de manière permanente, hein, voilà, et ben, vous faites en sorte que vos créatures sont protégées en permanence. Ça fonctionne très bien. Derrière, il y a le côté, oui, est-ce qu'on peut engager, dégager les permanents des créatures un peu comme on veut. Là, on a Sarit qui nous le propose. D'ailleurs, ça, je vais y revenir aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec cette dernière capacité, en fait. Mais, vraiment, il y a des possibilités autour de tout ça. Juste jouer, en fait, peut-être enfin notre jeu Contact Mortel, celui que les gens avaient envie de voir à un moment. Le problème, c'est que là, il nous manque le noir aussi, donc du coup, Sarit, est-ce qu'on va la mettre à la tête du deck, etc. Est-ce qu'on va juste dire, ouais, non mais c'est bon, elle fait le job, déjà, elle donne le Contact Mortel, on aura juste besoin des quelques lords de Contact Mortel, les trucs qui fonctionnent bien avec, Finn et les autres, et c'est bon. Oui, mais le problème, c'est que si on fait ça, notre commandant, bah, en fait, ça va être un peu la cible, quoi. Les adversaires vont se dire, bah non, si j'ai juste une créature à gérer pour que les tiennes perdent tout le Contact Mortel, bah je vais le faire, en fait. Donc voilà. Derrière, on peut aussi jouer aussi avec les capacités activées sur nos créatures, parce que on peut très bien garder nos créatures en bloqueur, donc avec la défense talismanique, et dire, ok, je peux très bien bloquer une créature adverse, l'engager grâce à sa capacité à elle, à la créature en question, et du coup, elle est engagée, elle a le contact mortel, et donc du coup, elle peut tuer la créature qu'elle bloque. Ce qui va faire un énorme engin de dissuasion, bien sûr. Je pense à un effet simple, efficace, hein. Mais par exemple, le rituel de cryptolite, un enchantement qui dit que vos créatures, en fait, vous pouvez les engager, toutes les créatures, vous pouvez les engager pour faire un mana de n'importe quelle couleur. Ça fonctionnerait très bien avec Sarit de manière défensive, en fait. Puisque du coup, vous avez juste à l'engager pour faire un mana, en plus il n'y a pas de réponse possible, puisque c'est une capacité de mana, et du coup, votre créature devient engagée, et boum, et voilà, et du coup, là, le contact mortel, elle va tuer la créature adverse. Ce qui va... Alors, ça veut pas dire que vous allez l'utiliser souvent, ce trick-là, mais comme il est possible de l'utiliser, vos adversaires vont commencer à douter un peu, ils vont se dire, ah bah non, je vais pas attaquer, c'est pour me faire empaler derrière sur une créature qui va gagner le contact mortel en réponse, quoi. Donc, très efficace, ça peut fonctionner très bien. Et, j'allais y revenir, la dernière capacité de Sarit est quand même assez incroyable. Alors vous allez me dire, dégager une autre créature, oui c'est bien. Non, 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 il y a le deuxième choix possible, un terrain ciblé. Un terrain ciblé, rendez-vous compte du nombre de terrains déjà qui font beaucoup plus de mana que juste un mana. Je pense notamment, on va en citer quelques-uns, mais les coffres de la coterie par exemple en noir. Si j'ai envie de parler du vert, je peux parler de Nykthos, qui fait autant de mana que la dévotion de la couleur que vous avez choisie. C'est quand même des terrains qui font énormément de mana. Et il y en a encore d'autres bien sûr derrière, moi je cite que ces deux-là parce que c'est ceux qui me marquent le plus quand on me parle de créer une grosse quantité de mana, de manière de budget aussi, hein, pas de la réserver de liste bien sûr. Mais c'est vrai que Sarit, mine de rien, avec cette capacité-là, elle nous permet également de dire ok, ce mana-là, on va en refaire autant, quoi. Ça fonctionne très bien, voilà. Donc, vraiment, il y a plein de choses autour de cette créature qui sont intéressantes. Elle peut être très bien en commandant, elle peut être très bien dans beaucoup de decks en fait, mine de rien. Donc, il y a ce côté dissuasif qui fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que là, vraiment, ça a l'air d'être une bonne créature, peut-être un peu touche à tout, qui du coup, vous allez peut-être hésiter à la mettre dans certains decks, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour. On passe au multicolore et on va parler de Dénic, apprenti pieux, qui se transforme en Dénic, apparition pieuse. Alors voilà, ça je vais pouvoir parler d'une nouvelle mécanique de l'extension, bien sûr.
C'est une créature légendaire humain et soldat qui coûte un blanc et un bleu, c'est une 2-3 lien de vie. Les cartes des cimetières ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités. Et elle a la perturbation. Perturbation, c'est une nouvelle capacité de cette extension, ça coûte 4, dont un blanc et un bleu. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coût de perturbation. Voilà, donc ça j'y reviendrai un petit peu après. Et Dénic, apparition pieuse, donc l'autre phase de Dénic. C'est une 3 de vol, esprit et soldat. À chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, enquêtez. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Si Dénic, apparition pieuse, devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-le à la place. Alors, ça c'est très intéressant en fait, puisque il y a quand même beaucoup de choses à dire ici. Alors, je vais faire juste un petit topo sur la perturbation de base. En fait, perturbation ressemble beaucoup au flashback, puisque flashback, voilà, vous le relancez depuis cimetière, et ensuite, eh bien, vous l'exilez automatiquement après qu'il se soit résolu. Mais ça, c'était pour les éphémères et les rituels, le flashback. Ici, Dénic, c'est pour les créatures, il nous propose du coup cette perturbation, qui est du coup une phase de transformation, mais juste il faut repayer du mana depuis le cimetière, donc il faut qu'il meure dans un premier temps, et puis ensuite qu'il revienne ensuite. C'est intéressant bien sûr, mais voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont les capacités de Dénic. Alors bon, le lien de vie, discutable, voilà, bon, c'est anecdotique à ce stade-là. J'aime bien, en fait, on est sur une nouvelle pièce de Stax, si vous regardez bien, puisque ça empêche les cartes des cimetières d'être la cible de sorts de capacité. Alors, ça n'empêche pas la perturbation, puisque perturbation, c'est relancer un sort, il n'y a aucune cible ou quoi que ce soit. Ce qui a l'air intéressant, en fait, ici, c'est que Dénic, de l'autre côté, nous permet d'enquêter. Enquêter, voilà, vous créez un jeton indice, hein, voilà, vous pouvez te sacrifier derrière pour 2 mana pour piocher une carte, c'est bien, mais il ne le fait qu'une seule fois par tour. Par contre, il le fait qu'une seule fois par tour, mais peu importe d'où vient la carte, et c'est pas dans votre cimetière, c'est dans un cimetière. Donc si vous jouez par exemple blanc-bleu gestion, que vous dites oui je joue que des contre-sorts, des anti-bêtes, tout ça, yes, nickel, pas de problème, parce qu'en fait ça fonctionne très bien avec Dénic. Vous gérez un sort de créature, par exemple vous le contrecarrez, eh bien c'est une carte de créature qui est mise dans un cimetière derrière, mais du coup vous allez enquêter. Ça fonctionne bien et ça fait de la bonne value mine de rien. Après voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces jetons indices? Est-ce qu'on du coup on va juste les garder pour piocher? Est-ce qu'on peut jouer artefact? Pourquoi pas? Je sais pas trop. Là j'avoue que c'est un petit peu étrange, mais ça pourrait être faisable aussi. Mais voilà, du coup il y a quelque chose à faire, même si c'est une petite carte Dénic. Voilà, les deux faces sont sympathiques. Je vais juste dire ça, elles sont sympathiques. Elles sont pas non plus, oh mon dieu, il y a des choses vraiment énormes à faire autour. Non, elles sont sympathiques. La face humaine de Dénic est intéressante parce qu'en fait on est sur de la Stax, donc voilà, mais je pense que malheureusement en zone de commandement, Dénic c'est un peu faible par rapport à d'autres commandants possibles, donc malheureusement il y a peut-être autre chose à creuser pour avoir une place pour Dénic dans d'autres decks, voilà, mais je pense que blanc-bleu avec Dénic ça va être un peu léger quoi. Parlons maintenant de Florian Sion Voldaren, une créature légendaire vampire et noble 3-3 pour 3 dont un noir et un rouge qui a l'initiative. Au début de votre deuxième phase principale, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant la quantité totale de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Exilez une de ces cartes et mettez le reste de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci. Alors, ça me fait penser énormément à Prosper, bien évidemment, voilà, dans le même genre, oui, je peux jouer avec des cartes exilées, nanana. Voilà, donc oui, on sent qu'il y a ce côté-là qui revient énormément, mais Florian aussi, il me fait penser à une autre carte, un autre commandant, c'est Neheb, le deuxième, le mono rouge, qui me dit, oui, alors voilà, au début de ma seconde phase principale, je crée autant de mana rouge que le nombre de points de vie que les adversaires ont perdu ce tour-ci. Oui, ça fonctionne très bien en fait, il y a plein de choses à faire autour. Et du coup Florian ici on a l'avantage d'avoir le noir en plus qui permet quand même de pomper les points de vie, c'est très agréable, et en fait c'est un commandant très value, voilà, c'est pas un commandant vampire, on va se le dire tout de suite, hein. Je veux dire, il n'a aucune synergie avec les vampires de base, ici ce qu'il veut c'est que les adversaires perdent des points de vie. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'utiliser tous les effets de ping, en fait, tout ce qui met des blessures aux adversaires, à tous les adversaires éventuellement, juste pour retirer de la value, pouvoir filtrer son deck et obtenir les cartes qu'on souhaite. J'aime bien aussi le fait que, par exemple, soit pas, vous avez autant de cartes qui sont exilées, et derrière, il y en a une parmi celles-là que vous pouvez jouer, les autres vous pouvez plus. Et voilà, vous avez exilé les autres cartes. Bah oui. Là non, ici par exemple l'intérêt ça serait justement d'avoir un deck qui va aussi ressembler un petit peu, j'arrête pas de trouver les idées avec, en fait il y a des liens avec d'autres commandants, notamment avec le deuxième Rakdos, celui qui disait justement qu'il réduisait les coûts de vos créatures en fonction du nombre de points de vie perdus par vos adversaires, ce tour-ci.
Donc voilà, c'est exactement le genre de deck, en fait, on est sur un mix un petit peu entre ces 3 commandants ici, c'est assez intéressant, mais ça fonctionne bien en fait, c'est que Florian, bah d'ailleurs je pense que techniquement les 3 commandants, vous pouvez les mettre dans le deck, hein. Ils ont l'air très intéressants avec Florian. Donc oui, il y a ce côté-là où on va vouloir faire perdre des points de vie un peu en masse aux adversaires, et derrière dire, ok, bah maintenant je vais pouvoir filtrer ma bibliothèque, prendre une carte géniale parmi les autres, et ensuite derrière la jouer. Et ça peut bien fonctionner, il faut des choses évidemment pas chères, pourquoi pas des choses récursives, dire, ok, au début de mon entretien, tous les joueurs prennent autant, voilà, ok, d'accord. Mais voilà. Ce sont des choses qui sont intéressantes, et Florian, c'est un commandant value, il va pas faire grand chose. Tout seul, il lui faut un deck autour qui va vraiment synergiser avec lui, mais du coup, on en retirera une certaine value, et après, il faut trouver un objectif à ce deck. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste que pomper des points de vie en masse aux adversaires? Pourquoi pas, c'est faisable. Ou est-ce qu'on essaie de viser un autre objectif? Bah voilà, ça c'est à vous de voir, bien évidemment. On enchaîne avec Katilda, première de Serre Orient, une humaine et psychagogue 1-1 pour un vert et un blanc, protection contre les loups-garous. Et les créatures humains que vous contrôlez ont, vous l'engagez, ajoutez un mana de n'importe quelle couleur de cette créature. Et pour 6 dont un vert et un blanc, vous l'engagez, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Voilà, bon, c'est assez efficace, j'aime bien, je parlais tout à l'heure du rituel de Cryptolith, ici on est à peu près sur la même chose, mais c'est uniquement pour les humains. Protection contre les loups-garous, évidemment, il y a des gens maintenant, avec un commandant qu'on va aborder un peu après, qui vont vouloir monter loup-garou. Je vous comprends, je ne vais pas critiquer. Mais il faut avouer que la protection contre les loups-garous va être assez anecdotique quand même sur ce commandant. De l'autre côté, j'aime beaucoup ce petit boost pour les humains en disant ok, on est sur un blanc-vert humain ici. Blanc-vert, donc blanc-vert un peu plus chamanique, un peu plus nature, et du coup, on fait du mana en blanc-vert. Voilà, on fait du mana avec ces humains. C'est cool, j'aime beaucoup, ça fonctionne. Alors pourquoi pas dire juste toutes les créatures, parce que bon, dans Innistrad, en effet c'est très tribal, voilà, c'est les tribus qui s'affrontent un petit peu, voilà, les humains qui essaient de survivre un peu tout seuls dans leur coin contre toutes les créatures de la nuit, c'est un peu ce qu'on voit dans cette édition, donc voilà, c'est très lore-friendly aussi. Et le 6 mana pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, ça peut fonctionner très bien, surtout que bon voilà, c'est une capacité activée, on peut la faire juste avant le début de notre tour, c'est génial, étant donné que tous nos humains font derrière du mana, c'est assez efficace quoi, ça fonctionne plutôt bien. Il faut engager Katilda plus 6 humains. Et mine de rien, vu que les humains, vous l'avez vu auparavant, on a moyen de faire beaucoup de jetons très vite, eh bien ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne simplement. Donc Katilda, je pense que c'est juste un bon commandant boost, marqueur +1/+1 humain, voilà, ce qui fonctionne, hein, voilà, ça existe, les marqueurs +1/+1 en blanc-vert, il paraît que ça existe depuis un petit moment, et qu'il y en a d'autres qui ont, montré un peu la voie durant ces dernières éditions. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de ce commandant, même si derrière, en effet, ça va être un peu Bourrinos humain, quoi, voilà, c'est du tribal. Lisa est de retour avec sa version Archange oublié, un ange 4/5 pour 5 dont 2 blancs et un noir. Elle a le vol et le lien de vie, et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, renvoyez cette carte-là dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place. Oh, alors là je vais le dire tout de suite, donc du coup si vous ne le savez pas, en effet c'est la 4ème sœur, après Sigarda, Bruna et Gisela, c'était Lisa, qui avait été mise de côté, enfermée, je sais pas, pendant un moment, donc du coup on n'avait plus trop entendu parler d'elle, on avait eu une version d'elle dans Commander Legends, qui était intéressante, ça on va le dire, hein. Mais ici, on est sur une version un peu plus vénère, hein, ça on va le dire tout de suite, là c'est quand même vachement vénère. Pourquoi? Parce que Lisa, en fait, déjà elle a un très bon body, voilà, vol lien de vie pour 5 mana, voilà, 4-5, c'est nickel, y a pas de problème, y a pas de problème. Ce qui est incroyable, en fait, c'est le fait que, déjà, elle a, sur sa dernière capacité, c'est à nouveau une lignelée du vide, c'est-à-dire, voilà, hop, les créatures adverses, elles meurent, ah bah non, elles sont exilées à la place, allez basta, on s'en fout. T'es là, d'accord, ok, violent, et derrière, en plus, elle vous permet de récupérer les créatures non jetons qui meurent chez vous, en fait. Ça n'est pas la version 1 d'Atreos qui disait « Oui, alors tu payes 3 points de vie ou je la renvoie dans ma main tout de suite ». Non, là c'est au début de la prochaine étape de fin. Donc, d'accord, c'est moins pété, mais en même temps, c'est systématique. Il n'y a pas d'adversaire là qui pourra dire « Oui, alors moi j'ai payé les 3 points de vie ». Non, ici c'est « Ok, elles y retournent ». Donc, bien évidemment, j'avais pensé à quelques boucles s'il n'y avait pas eu cette condition que c'était au début de l'étape de fin, mais malheureusement, elle y est. Donc, ce qui fait en fait qu'on va tirer énormément de value, notamment des effets d'arrivée en jeu et des effets de mort. Donc Lisa, moi je la vois en fait comme un deck qui peut jouer aristocrate et sacrifice. Vraiment, alors vous allez me dire, oui, c'est plutôt classique, d'accord, ok. Oui, mais en fait Lisa, elle rend tout ça beaucoup plus intéressant en fait.
Il y a vraiment une value faite avec ce commandant où on se dit ok, je sacrifie des créatures, mais je sais que je les récupère au début de la prochaine étape de fin. C'est génial, il y a vraiment une grosse value à faire avec ce commandant, vraiment du très très bon à faire avec cet élange-là dans le domaine de l'aristocrate. Nouvelle carte de transformation, c'est Ludevic Nécrogénie, un humain et sorcier 2-3 pour 1 bleu et 1 noir. À chaque fois que Ludevic Nécrogénie arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, mêlez une carte. Et pour X 2 bleus, 2 noirs, exilez X cartes de créatures depuis votre cimetière, transformez Ludevic, X ne peut pas être 0, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et de l'autre côté, c'est Olag, Orgueil de Ludevic, une créature légendaire zombie, 4-4, et au moment où cette créature se transforme en Olag, Orgueil de Ludevic, elle devient une copie d'une carte de créature exilée par elle, excepté que son nom est Olag, Orgueil de Ludevic, qu'elle est 4-4 et que c'est un zombie légendaire bleu et noir, en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Mettez sur Olag un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de cartes de créatures exilées par lui. Wow, il y a beaucoup de texte. Il y a beaucoup de texte. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, on a un côté Ludevic qui est plutôt gentil. Honnêtement, le Ludevic qui m'intéresse pas trop. Il n'y a pas grand chose à dire dessus en fait. Ce qui va nous intéresser, c'est le côté Olag en fait. Puisque toute la face recto de Ludevic est faite pour que Olag fonctionne en fait. La capacité activée, elle est faite pour transformer Ludevic en Olag. Et du coup, évidemment, on va parler un petit peu plus d'Olag. Alors, bien sûr, le double coup du côté Ludevic, double coup, double bleu, double noir et X, ça fait cher. Ça, on va se le dire tout de suite. Ça fait quand même assez cher pour ce qui est proposé derrière. Olag, en fait, il a cet avantage derrière, c'est qu'il reste Olag. Donc, du coup, c'est toujours votre commandant, mais surtout, c'est une créature avec un nom différent. Donc, éventuellement, si vous avez fait une copie d'une créature qui était aussi d'une créature que vous avez exilée au cimetière sur le champ de bataille directement, donc qui est légendaire, patati patata, voilà, vous avez compris l'idée, et derrière, Olag aura un nom différent, donc il n'y a pas de souci. C'est très particulier, je sais, voilà, je rentre un peu dans les détails et je bute un petit peu là-dessus, mais bon, ça peut être utile dans certains cas très très précis. Mais derrière, bon voilà, il faut se dire qu'en fait, Olag est toujours une 4-4, c'est toujours un zombie bleu et noir, et en fait, on va juste rajouter les types et les couleurs de la créature qu'on a choisi, et on va derrière faire en sorte que... on rajoute également les capacités, bien sûr, hein, et derrière rajouter le nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de créatures exilées par la capacité de Ludevic, qui s'est transformé en Olag. Et... ouais, c'est bien. J'ai pas grand chose à dire en fait dessus, c'est du jeu avec votre cimetière, c'est du jeu avec... c'est de l'automeule, c'est de la copie. En fait, je vais vous le dire tout de suite, un peu de manière un peu violente, hein, mais je préfère le premier Lazav à Ludevic Olag, puisque, on est à peu près dans la même idée derrière, sauf que le premier Lazav, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait la défense talismanique, par exemple. Il gardait son nom aussi. Mais malheureusement, ça demande surtout de mettre les cartes au cimetière, et ensuite de les exiler avec la capacité de Ludevic. Et surtout, vous devrez attendre que Ludevic revienne sur sa face Ludevic, donc qu'il soit mort, que vous l'ayez blinké, etc., pour à nouveau activer sa capacité et à nouveau transformer Olag en une autre créature de votre cimetière. Là où Lazav est 10 fois plus efficace puisqu'il le fait automatiquement. Il coûte 2 manas de plus que Ludevic, mais il le fait systématiquement et vous donne l'occasion, au moment où une créature part au cimetière d'où qu'elle vienne, il en devient une copie. Donc du coup, Ludevic et Olag, j'ai envie de dire, à la limite, jouez-les dans la Lazav, d'accord ? Mais bof, quoi, c'est moins bon, en fait, là-dessus. Donc je suis un petit peu déçu. En noir-vert, on a le vieux Brindo Tactile, une créature horreur qui coûte X, un noir et un vert, c'est une étoile. Quand vous lancez ce sort, révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez X cartes de créatures. Mettez toutes les cartes de créatures révélées de cette manière dans votre cimetière, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La force et l'endurance du vieux Brindodactyle sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Ok, bon là, c'est plutôt... voilà, c'est... ok. J'ai pas grand chose à dire non plus. En fait, là, ce que je vois, c'est que c'est un commandant qui dit oui, alors voilà, j'ai une grosse force, une grosse endurance en fonction du nombre de créatures, d'accord. Mais en fait, l'objectif, ça va plutôt être de dire ok, j'ai peu de créatures dans mon deck, j'en ai genre 4 ou 5, très efficaces, très puissantes, etc. Et ensuite, derrière, je le lance pour réussir à les mettre au cimetière, d'accord, pour 4 mana, enfin 6 mana au total. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais de la réanimation derrière, point. En fait, ça va être ça, c'est une carte qui peut fonctionner là-dessus, où en gros, elle va vous donner accès plus rapidement à vos cartes de créatures,
et dire ok bah j'ai mes sorts de réanimation derrière, pas de problème, bah on est parti quoi. Et voilà, et vous ranimez vos très grosses créatures et ça va vous aider à cheater le coup de mana en fait, mais derrière le deck pour moi il peut être buildé comme ça. Et c'est probablement la manière la plus efficace de le faire parce qu'après bah ça restera très gentillé quoi. Si vous jouez avec en sacrifiant vos créatures, ouais vous faites des effets c'est sympa, mais en fait le Brindodactyle ici, eh ben mine de rien il est juste étoile, il a pas de capacité d'évasion, il faudra lui donner. Alors en vert évidemment on a le piétinement, en noir potentiellement un peu de vol, peu, et c'est un peu dommage quoi. Voilà, je trouve que il y a cette façon de le monter qui va être très combo en fait, et c'est pas lui qui va faire vraiment la game, il va plutôt dire ok bah moi je te permets d'aller le chercher, point. Et ensuite c'est tout. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que bah c'est un peu voilà, il y a ça, voilà. faites ce que vous voulez, mais voilà, il y a juste ça comme idée. On passe au blanc-rouge avec Rem Carolus, tueur vaillant, un humain et chevalier 2-3 pour 3 dont un rouge et un blanc. Il c'est une vol célérité, si un sort devait infliger des blessures à vous ou à un autre permanent que vous contrôlez, prévenez ces blessures, et si un sort devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, il inflige autant de blessures plus une à la place. Alors bon, moi j'avoue qu'il a l'air assez fun, hein, voilà, regardez-le sur son griffe et tout, c'est oh t'es là, oh mon dieu, il est en train de chevaucher un griffe, il vole et tout. Oui, mais derrière, Carolus, malheureusement, j'ai un petit problème avec lui, hein. Il est très bien parce qu'il vous empêche de prendre des blessures, donc du coup on va dire non-combat, tous les sorts qui devraient mettre des blessures, etc., mais qui ne sont pas des blessures de combat, en effet, généralement, ça fonctionne très bien. Le souci, c'est que malheureusement, comment dire, en fait, j'aurais préféré qu'il double les dégâts que vos sorts font, du coup, ce qui en aurait fait un très bon commandant pour les jeux un peu burn comme ça, voilà. Bon, bien sûr, même en commandeur, ça aurait pas été top, mais là, en fait, juste rajouter 1, c'est un poil léger, on va le dire tout de suite, hein. Parce que bon, si je fais ok, je mets 10 blessures à tous les adversaires et que derrière, c'est juste, ah bah, je vais mettre 11 à la place. C'est là, oui, d'accord, bon, bah... oui, pourquoi pas. Donc il aurait fallu trouver quelque chose, mais là c'est un peu léger. Surtout que de l'autre côté, il prévient carrément les blessures. Et je sais pas. Après voilà, il y a aussi le côté où vous pouvez le jouer avec tous les sorts qui mettent X à toutes les créatures. Et du coup vous protégez là-dessus. Et en fait vous allez jouer Monovras rouge avec oui je mets autant de blessures à toutes les créatures, autant. D'accord, bah Rem va protéger en fait vos créatures, vos permanents de tout ça. C'est efficace, ça fonctionne. Mais c'est très particulier, ça je vous le dis, y a quelque chose à en faire, mais c'est particulier. On passe au blanc-vert avec Sigarda, championne de la lumière, une créature ange 4-4 pour 4 mana dont 1 vert et 2 blancs. Elle a le vol et le piétinement, les humains que vous contrôlez gagnent +1/+1. Elle a la congrégation, une nouvelle capacité dont on va parler un petit peu après. Chaque fois que Sigarda attaque, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature humain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors la congrégation du coup c'est justement le fait d'avoir à un moment donné, à l'instant T où la capacité se déclenche, 3 créatures avec des forces différentes. C'est ça la congrégation. Et c'est relativement facile à mettre en place. Sigarda, elle a plusieurs avantages ici. Elle joue encore une fois très proche des humains. Elle a un bon coup de mana, elle ne coûte que 4 pour un ange, c'est génial, c'est pas trop cher, c'est super. Elle a un bon body 4-4 vol piétinement, c'est parfait. Et en plus derrière, elle a une antienne pour les humains. Le +1/+1 pour les humains, ce qui fait que en fait en cumulant les 3 Sigarda qui existent dans le même deck, eh ben vous avez vraiment le package un peu pour protéger vos humains en blanc-vert. Là on a presque l'impression en fait que le blanc-vert c'est plus les couleurs des humains quand on voit un petit peu ce que peuvent nous fournir les 3 Sigarda. Et derrière quand même c'est assez intéressant parce qu'on a un filtrage dessus de bibliothèque avec l'attaque. Sachant que bon, Sigarda, vous allez la faire attaquer, elle est 4-4 vol piétinement, hein. Vous allez peut-être éviter de la laisser stagner en défense, même, enfin, sauf s'il y a vraiment besoin. Mais le fait de pouvoir filtrer comme ça 5 cartes c'est raisonnable. C'est vrai qu'en commandeur on préférait peut-être un peu plus, 6 ou 7. Mais bon, 5 cartes c'est déjà bien, si vous jouez avec beaucoup d'humains, vous aurez ce filtrage possible. Donc ça fonctionne bien. C'est une carte qui fonctionne bien, elle demande pas grand chose parce qu'en plus, 3 créatures avec des forces différentes, alors certes elles ont toutes +1/+1, mais bon, du coup comme elles ont toutes +1/+1, ça change pas grand chose. Des humains 1 et A2, vous en aurez, donc du coup ils sont A2 et A3 avec Sigarda. Et derrière, étant donné que Sigarda se compte également, c'est pas des autres créatures, c'est elle y compris, du coup vous avez une créature à 4, c'est parfait, la plupart du temps vous allez les avoir, les 3 créatures avec des forces différentes. Et vous n'avez pas besoin qu'elles attaquent toutes les 3, il faut juste que Sigarda attaque pour que la capacité se déclenche. Donc,
intéressant. Moi je trouve que c'est pas gigantesque, mais c'est encore une fois un très bon soutien pour humain blanc-vert, et ma foi ça fait plaisir. Continuons en bleu-vert avec Slogurk suzerain de boue, un limon légendaire, oui, encore une fois, une 3-3 pour 3 dont un vert et un bleu, qui a le piétinement, et à chaque fois qu'une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, mettez un marqueur +1/+1 sur Slogurk, et vous retirez 3 marqueurs à un moment. Ensuite, vous pouvez retirer 3 marqueurs +1/+1 de Slogurk, renvoyer dans la main, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, et quand il quitte le champ de bataille, renvoyez jusqu'à 3 cartes de terrain ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Alors, je sais pas trop quoi dire sur Slogurk, c'est un peu dingue en fait, je trouve. C'est que c'est un limon bleu-vert déjà, c'est assez original, il y en a très peu, hein, je pense à Kraj, pardon, pas à Krark, c'est autre chose Krark, mais il y a Kraj, par exemple, l'expériment de Kraj, et ouais, en fait ce que je vois c'est que ici on va jouer avec le fait que nos terrains partent au cimetière, donc du coup bon on a les fetch, en bleu-vert c'est joué, il n'y a pas de souci, tout ça, et derrière, vous avez ce côté où vous pouvez juste, ok, on va bouncer pour renvoyer les terrains du cimetière directement dans votre main. Donc, tous les effets, par exemple, qui permettent de défausser directement des terrains depuis la main, alors le problème, c'est que moi, j'en vois un en particulier, c'est l'influence d'Ayula, qui coûte 3 verts, donc c'est quand même assez coloré, hein, pour faire un ours. Donc t'es là, ok, d'accord. Mais tout ce genre d'effets, en fait, c'est permanent, qui vous permet de défausser les terrains simplement, sans payer de coûts supplémentaires, hein, on espère, pour dire, ok, je fais un effet particulier. Ça a l'air intéressant avec Slogurk parce que derrière on peut les remettre dans notre main. C'est assez étrange, je sais pas trop où est-ce qu'on peut aller. Si jamais vous avez des idées à côté desquelles je serais passé, allez-y, dites-le moi dans les commentaires, et voilà, et on en parlera bien sûr. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil dans les commentaires si jamais vous cherchez des idées. Et le prochain commandant qu'on va aborder, c'est celui que beaucoup attendaient, c'est Tovolar, suzerain sinistre, une créature légendaire humaine et loup-garou, 3-3 pour 3 dont un rouge et un vert. Chaque fois qu'un loup ou un loup-garou que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 3 loups et ou loups-garous, on passe à la nuit, puis transformez n'importe quel nombre d'humains et loups-garous que vous contrôlez. Et là, le diurne. Et l'autre face, c'est Tovolar, le fléau de minuit, une créature légendaire loup-garou 4-4. À chaque fois qu'un loup ou un loup-garou que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Pour X, un rouge et un vert, un loup ou un loup-garou ciblé que vous contrôlez gagne plus X plus 0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et il a le nocturne. Alors, ici, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas regardé un petit peu les mécaniques de l'extension? En effet, il y a le diurne et le nocturne qui sont une nouvelle mécanique permettant la transformation des loups-garous, pour changer un petit peu, puisque le lore a un petit peu évolué sur Innistrad, hein, bien sûr, là je vous conseille d'aller regarder un petit peu comment ça se passe, quelles sont les nouveautés sur Innistrad, le petit journal de Innistrad, mais bref, du coup, on a un nouveau système de jour-nuit. Le système de jour-nuit, il ne rentre en compte qu'à partir du moment où on a une première carte ou un premier sort qui demande, enfin voilà, normalement c'est un permanent bien sûr, qui arrive sur le champ de bataille et qui prend en compte diurne ou nocturne, ou qui parle de jour et nuit. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a un nouvel état un peu de la partie, on sait pas encore trop comment c'est mis en place, voilà, au niveau des règles, ça je vous avoue qu'on est encore un peu dans le flou, mais en gros c'est un état au niveau de la partie, qui dit que soit on est le jour, soit on est la nuit. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du jour à la nuit, et de la nuit au jour? Ça ressemble un petit peu à l'ancienne mécanique des loups-garous, mais légèrement différent. Alors du coup, on passe du jour à la nuit, à partir du moment où un joueur n'a pas lancé de sort pendant son tour. Ce qui est un peu différent de ce qu'on avait auparavant, mais ça j'en reparlerai. Et ensuite, on passe du jour à la nuit, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son tour. Et du coup, on change du coup derrière, au début du prochain tour, voilà, à chaque fois. Donc voilà, pendant son tour, si le joueur ne joue pas de sort, au début du tour suivant, on est passé à la nuit, si on était le jour, et si on est la nuit, et ben si le joueur dont c'est le tour joue de sort, on passe au jour derrière. Et évidemment, toutes les créatures qui ont diurne, nocturne, à partir du moment où on passe du jour à la nuit et de la nuit au jour, du coup ils passent de leur face diurne à la face nocturne, ou de la nocturne à la diurne. Diurne étant pour le jour, nocturne étant pour la nuit, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à cette mécanique? Je vais pas tout détailler comment elle fonctionne, puisque là ça vaudrait presque de faire un judge dessus. Oui, je sais que ça vous manque. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça implique au niveau de l'ancienne mécanique des loups-garous? Les anciens loups-garous, c'était en fait à partir du moment où 0 sort était lancé durant un tour. Au début de l'entretien suivant, les loups-garous étaient transformés sur leur face loup-garou. Voilà. Et derrière, si jamais au moins 2 sorts avaient été lancés sur un tour, eh bien on retournait les loups-garous face humains.
Et c'était un problème en fait, parce que du coup ça indiquait, surtout en multijoueur, c'était un peu catastrophique, puisque du coup, si jamais vous lanciez un sort alors que vos loups-garous étaient en face loup-garou, vous lancez un sort sur le tour, et vous dites ok c'est bon, j'en ai pas lancé 2, et qu'un adversaire lançait un éphémère pendant votre tour, du coup on passait à 2 sorts, ou alors qu'un adversaire lançait 2 sorts exprès, ou un sort pour éviter que vos humains se transforment en loup-garou. Pareil, c'était extrêmement lourd. Ici, la mécanique est différente et elle est beaucoup mieux. Alors, ce qui fait que, aujourd'hui, les loups-garous, en fait, ils demandent à ce que ça soit uniquement le joueur actif. Donc si par exemple on a un joueur qui joue énormément contrôle, contre-sort, etc., son tour, généralement, il va pas faire grand-chose. Donc du coup, est-ce qu'il va lancer 2 sorts sur son tour pour transformer vos loups-garous et passer de la nuit au jour? Rarement. Mais derrière, ça veut dire que vos loups-garous vont rester comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il jouera peut-être même pas de sort pendant son tour et que ça va permettre de passer du jour à la nuit? Probablement, ça peut arriver, voilà. Mais ça va influer aussi sur sa façon de jouer pour éviter que vos loups-garous se transforment. Donc, tout ça étant dit, ce sont du coup 2 capacités différentes, les anciens loups-garous et les nouveaux avec le diurne nocturne, le jour et la nuit. C'est intéressant, parce qu'en fait, maintenant je vais vous parler de Tovolar et pourquoi je le trouve génial en soi. Déjà, sur ces 2 faces, il a cette même capacité qui est très efficace, simple et directe, et ça c'est génial, puisqu'il dit juste, loup ou loup-garou, tu mets des blessures de combat à un joueur, c'est bon, tu pioches une carte. Génial. Et c'est à chaque fois, c'est pas à chaque fois que au moins un loup ou loup-garou. Non, c'est à chaque fois. Et du coup, vous pouvez le jouer loup d'ailleurs aussi. Donc du coup, on a les 2 qui sont mis dedans, c'est génial, c'est parfait. Et de l'autre côté, la première face, la face recto, la face diurne, le fait que lui force la nuit, en fait, en disant c'est bon, on a 3 loups et loups-garous, on passe directement à la nuit, peu importe que l'adversaire d'avant il ait joué des sorts durant son tour, on s'en fout, on passe à la nuit parce que j'ai la quantité de loups-garous nécessaire pour le faire. Et ça c'est génial. Alors oui, les humains qui sont loups-garous sont humains et loups-garous sur leur face recto, et toujours loups-garous sur leur face verso, donc du coup ça marche bien. Et du coup, Tovolar, il est génial là-dessus. Donc on passe en mode nuit, déjà c'est super, parce que ça force, génial. Et ensuite, transformer n'importe quel nombre d'humains et loups-garous que vous contrôlez. Alors, pas besoin de transformer les loups-garous qui vont se transformer avec le diurne nocturne, puisque comme on passe à la nuit, ils vont se transformer, c'est déjà de base. Mais par contre, ce qu'inclut cette dernière partie de la capacité, c'est que vous allez pouvoir transformer n'importe quel nombre d'humains et loups-garous, donc les anciens humains et loups-garous qui demandaient à ce qu'il n'y ait pas de sort lancé durant le tour précédent, vous pouvez tous les transformer, si vous le souhaitez, ou n'importe quel nombre d'entre eux, sur leur face loup-garou, leur face verso. Et ça, c'est génial, ce qui fait que Tovolar, je vais le dire tout de suite, il est exceptionnel. Sa face recto, en fait, elle est là. Ok, ben oui, on va passer forcément un moment, on va repasser au jour. Mes loups-garous, mes anciens loups-garous qui redeviennent des humains loups-garous, eh bien, c'est évident que ça va arriver parce qu'il y aura plusieurs sorts lancés pendant un tour, d'accord. Mais moi, au début de mon tour, à partir du moment où je représente ma tribu, mes loups et mes loups-garous, et bien du coup, je vais les transformer. Et c'est super. Franchement, on est à la jonction parfaite entre les 2 mécaniques, et de manière très efficace pour tous les loups-garous. Du coup, ce qui fait que vous pouvez être extrêmement agressif durant votre tour, puisque les loups-garous sont généralement meilleurs et plus agressifs sur leur face verso, bien sûr. Donc, ouais, génial, je le trouve super. Et encore, j'ai même pas abordé la suite, j'ai même pas abordé encore l'autre partie de Tovolar, puisque derrière vous avez ce petit côté, alors qui ressemble beaucoup au Kessig Wolfrun, la Garenne, j'ai oublié comment ça s'appelle, la Garenne de Kessig, je sais plus exactement, Garenne au loup de Kessig, je me souviens plus, mais bon, qui est le plus X plus 0 et piétinement en plus, voilà. C'est simple, c'est efficace, surtout que vous pouvez juste payer un rouge et un vert et donner plus 0 et le piétinement, ça fonctionne très bien aussi, et c'est bien en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Tovolar, en fait, il n'est pas pété, il est juste très bien pour la tribu qu'il représente, les loups et les loups-garous en même temps. Et vraiment, je vais le dire tout de suite, c'est un de mes favoris. Voilà, dans l'extension, c'est probablement l'un de mes favoris. J'étais pas forcément très fan des loups-garous, j'ai ma petite collection comme tout le monde, enfin, comme ceux qui aiment bien, mais j'étais pas non plus très fan à l'idée de dire « Oh, je veux absolument un commandeur, tout ça », mais là, ils nous ont fait celui qu'il fallait. Donc, Wizards, merci beaucoup, déjà. Et si vous voulez monter un deck loup-garou, vraiment, on est face à un commandant qui va faire le taf de A à Z. Et ensuite, on passe au dernier commandant de cette édition, Vadrik Archimage Astral, qui est bleu-rouge, il coûte 3, dont un bleu et un rouge, c'est une 1-2 humain et sorcier. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où Vadrik Archimage Astral arrive sur le champ de bataille.
les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent X de moins à lancer, X étant la force de Vadrik. A chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, mettez un marqueur +1/+1 sur Vadrik. Vadrik, je l'aime bien dans son fonctionnement. Il est peu cher, il a une capacité qui est déjà pas mal parce que c'est une 1-2 de base, donc du coup ça veut dire que, à la manière de Baral, il réduit directement tous les éphémères et rituels de 1. C'est génial, c'est efficace, ça marche bien. Derrière, ce que je vois surtout, c'est que lui, il n'a pas le diurne nocturne parce qu'il n'a pas deux faces, il n'a pas besoin de ça. Mais du coup, il va nous permettre de passer au jour directement si le jour et la nuit ne sont pas mis dans la partie encore. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce fonctionnement avec le jour et la nuit, finalement, il n'en a pas forcément beaucoup besoin, puisque il va fonctionner tout seul. Il le fait fonctionner tout seul. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait des créatures avec diurne et nocturne pour que le jour et la nuit existent. À partir du moment où on a dit à un moment c'est le jour ou c'est la nuit, grâce à diurne, nocturne ou à Vadrik, et bien du coup, la mécanique elle est mise en place. C'est-à-dire qu'on va passer du jour à la nuit pendant toute la partie. Et Vadrik, il est très bien là-dessus parce que il va permettre, en fait, si les adversaires ne veulent pas qu'on passe trop souvent du jour à la nuit, ils vont devoir contrôler énormément le nombre de sorts qu'ils vont lancer. Donc évidemment, voilà, dire ok, on va passer à la nuit parce qu'on n'a lancé aucun sort, bah par exemple, vous pouvez le faire avec Vadrik. Dire ok, moi je joue que éphémère, ok, bah voilà, je passe mon tour, pas besoin, moi je joue éphémère, je m'en fous. Et derrière, bah on passe à la nuit, ok, donc du coup Vadrik gagne un marqueur, donc du coup, il réduit déjà de 2 les sorts d'éphémère et rituels, super. Et derrière, les adversaires suivants, soit on reste à la nuit et du coup on évite de jouer plus d'un sort par tour, pendant nos tours, soit du coup on joue 2 sorts et du coup Vadrik reprend un marqueur parce qu'on passe au jour, et derrière il faut espérer qu'on passe pas de tour à nouveau où on va pas jouer de sort. Ça donne une dynamique énorme en fait, donc ça, là j'avoue que, voilà, j'ai dit juste avant Tovolar, il est génial, et là moi je vous dis, Vadrik il est génial, parce que lui il utilise la mécanique jour et nuit de manière un petit peu débile, et franchement, il a l'air vraiment cool. Alors après derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez me dire, bah oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais oui, la réduction de coût c'est quand même super intéressant, hein, on va se le dire tout de suite, parce que réduction de coût à X, imaginez, on est en bleu-rouge. Bleu-rouge, c'est EZ Spell, c'est tous les decks qui aiment beaucoup lancer les éphémères rituels. Mais imaginez qu'est-ce qu'on fait quand on a des spells à X par exemple, ou des spells avec des gros coups génériques qui sont réduits, où t'es là, ah ouais en fait, oui, bah par exemple, ma grosse Mizzix Mastery, ma maîtrise de Mizzix, elle est censée me coûter 8, bah en fait maintenant elle me coûte que 3, voilà. Qu'est-ce que vous faites derrière? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des débilités. Et surtout, vous faites en sorte de mettre des cartes qui font également proliférer les marqueurs. Ça a l'air très intéressant puisque Vadrik permet de gagner les marqueurs un petit peu tout seul, mais si on peut faire en sorte qu'il en gagne beaucoup plus vite, vous allez généralement être assez content. Donc, quelques petites cartes pour proliférer, je pense éventuellement, pourquoi pas, à la canaliseuse de flux, qui permet de proliférer quand vous lancez un sort non-créature. Ça a l'air quand même bien débile là-dessus. Donc vraiment, là, vis-à-vis de Vadrik, il y a pas mal de choses à faire et ça a l'air d'être un bon EZ spell là, comme on les aime bien, un truc qui tâche bien, qui est beau là. Et en plus qui joue avec le jour et la nuit, une mécanique de l'extension, ça fait vraiment très plaisir. Mais qu'est-ce que cela? Mais qu'est-ce que c'est que ce commandant? On a un dernier commandant en rab qui est un peu particulier, on va en parler, mais je vais vous parler d'abord de Linde, Cheerful Tormentor, une humain warlock 2/4 pour 4, dont un bleu, un noir et un rouge, donc en Grixis, qui a le contact mortel, et quand une malédiction est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez-la sur le champ de bataille attaché à vous au début de la prochaine étape de fin. Au début de votre entretien, vous pouvez attacher une malédiction qui vous est attachée à l'un de vos adversaires. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Ok, alors, ligne 2, je pense qu'on va déjà parler du contexte dans lequel la carte va être sortie. Ligne 2 n'est pas présent dans les draft boosters, donc du coup les booster draft, elle ne sera pas présente dedans. Elle n'est pas légale en standard, elle n'est pas légale en limité, puisqu'elle sera présente dans 2 types de boosters, elle ne sera pas présente dans les decks non plus, même si elle est notée comme faisant partie de Innistrad, chasse de minuit, les decks commandeurs, elle fait partie des boosters d'extension et des boosters collector. C'est assez particulier, donc c'est une originalité, c'est un premier test de la part de Wizards, qui ma foi peut être assez concluant, puisque du coup ça permet d'éditer des cartes qui sont légales dans certains formats, tout en ne le mettant pas dans le limité et en ne le mettant pas en standard, donc intéressant, mais sans faire non plus tout un deck commander autour, vu que ici les 2 decks commander sont bleu-noir et blanc-vert, donc ici elle ne serait pas rentrée dans un de ces decks.
Voilà, donc ça c'est pour le topo, je pense que ça reste assez intéressant quoi. Derrière, pour le topo de la carte, de son effet en lui-même. Bon, le contact mortel, c'est un petit peu pour la dissuasion, elle a un bon body qui fonctionne avec le contact mortel, c'est bien. C'est du Grixis, et c'est très important que ce soit du Grixis, parce que le Grixis a accès généralement aux meilleures malédictions. Le bleu, le noir et le rouge sont des champions là-dedans. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir un vrai commandant autour des malédictions, puisque c'est vrai que ça traîne, il y en a un petit peu partout, on en a eu dans les éditions Commander, dans les précédents Innistrad, tout ça, dans d'autres éditions, et voilà, et du coup on a Lind 2. Lind 2, oui je sais qu'il y en a qui vont me dire Lind, non, Lind 2, voilà, eh bien, je l'aime bien parce qu'elle fonctionne bien, elle permet de faire de la récursion autour de vos auras de malédiction, mais bien sûr derrière il va falloir assumer aussi qu'elles vont rester jusqu'au début de votre entretien sur vous. Donc oui, ça peut être assez sympathique, je vous avoue. Mais ça peut fonctionner également plutôt bien, puisque certaines auras de malédiction, par exemple je pense notamment au Curse de Commander 2017, qui faisait que, oui, quand un joueur par exemple attaquait le joueur enchanté, il faisait tel effet. Et vous aussi vous le faisiez. Mais du coup si la malédiction vient sur vous, en vous attaquant, l'adversaire va gagner un effet, certes il va vous mettre une petite claque, mais derrière vous allez aussi gagner le même effet. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, Lind 2, j'ai l'impression qu'avec les auras, elle va plutôt bien fonctionner, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Allez vous renseigner sur les malédictions, c'est un type d'aura qui est très intéressant, et ma foi, je pense que ça pourra faire plaisir à ceux qui voulaient jouer des jeux autour de cette mécanique-là. Donc voilà. Et voilà mon analyse des commandants de Innistrad Chasse de Minuit. Eh bien, je n'aurais qu'une chose à dire, c'est assez disparate. On a des commandants qui vraiment dépotent comme pas possible. On en a assez peu au total. C'est vrai que voilà, on a même pas pour chaque couleur monocolore, puisque le rouge n'a même pas eu le droit. Ils ont eu une droit, une claque et bam, tu fais rien. Et derrière, on a les combinaisons bicolores qui sont plus ou moins bien représentées, avec des mécaniques très intéressantes, d'autres où c'est un peu plus classique, d'autres des trucs un peu plus perchés, un peu bizarres. Mais il y a vraiment pas mal de bonnes choses. Pas forcément énormément de commandants, mais des commandants qui sont intéressants et vers lesquels il faut s'intéresser à eux, quoi. Donc vraiment, ça fait plaisir, c'est intriguant, il y a pas mal de choses, je vais peut-être pas les jouer personnellement, mais je pense que les gens pourront s'amuser à les jouer, à se faire plaisir avec. Donc vraiment, faites-vous plaisir, je pense qu'il y a... chacun peut trouver son petit bonheur dans cette nouvelle édition d'Innistrad. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rajouter vos propres commentaires si jamais vous en avez vis-à-vis de ces commandants. Et écoutez, on se retrouve la prochaine, et on se dit bye bye.